Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement car la vidéo qui va suivre risque de valider vos craintes et vos soupçons. Aujourd'hui nous allons parler de l'automobile au Japon. Pour ceux qui ne savent pas, la culture automobile japonaise a été davantage mise en avant au début des années 70. Avec l'arrivée de modèles puissants comme ceux de chez Toyota, Mazda, Nissan et bien d'autres, le Japon s'est vu accueillir des courses de rue et des rassemblements avec des groupes assez spéciaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir le Japon sous une nouvelle forme. Japon, 1970, naissance du drift. Au Japon, l'émergence du drift a joué un rôle énorme dans le renforcement de la culture automobile du pays dans les années 1970. Nous sommes tous conscients de nos jours de ce qu'est le drift, même depuis notre plus jeune âge avec l'apparition de Initial D, un animé en 2004, mais beaucoup de gens ne savent pas que son art a trouvé ses racines au Japon, en particulier chez un homme du nom de Kunimitsu Takahashi, un pilote de moto populaire dans les années 70 qui s'est tourné vers la course automobile. Le mouvement que nous connaissons maintenant sous le nom de drift a non seulement aidé Takahashi à gagner des courses, mais il a aussi commencé à plaire à la foule. Il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres pilotes japonais commencent à imiter son style de conduite, y compris un pilote qui allait être connu sous le nom de Drift King. Du nom de Keiichi Tsushiwa, le Drift King a relevé le défi de maîtriser le drift dans ses courses en utilisant les techniques de Takahashi mais en les rendant plus raffinées et sophistiquées. Tsushiya a explosé en 1987 lorsqu'une vidéo de lui dérivant de son AE86 Toyota Levin a été publiée. Il n'a pas fallu longtemps pour que le drift devienne si populaire au Japon et devienne la technique incontournable dans les courses de rue dans les années 1980. En parlant des courses de rue, le plus célèbre des tronçons routiers pour ces dernières n'est d'autre que la route Beichor, une route de contournement à Tokyo qui relie d'autres villes voisines le long de la côte. L'itinéraire relie les îles par des tunnels et des ponts, et la zone était relativement vide à minuit, ce qui en fait l'endroit idéal pour les courses de rue. Alors que de plus en plus de coureurs ont commencé à participer à ces courses de rue, des clubs de course ont commencé à se former, y compris ce qui est devenu le club de course le plus célèbre du Japon à cette époque, le Midnight Club. Midnight Club, 1987-1999. En activité de 87 à 99 au Japon, le Midnight Club a été l'un des clubs de course de rue les plus notoires et les plus respectés du monde. Les membres du Midnight Club représentent la référence mondiale des courses de rue et de la culture automobile japonaise de la fin des années 80 et des années 90 en pleine effervescence à l'époque. Le Midnight Club a été fondé en 1987 sur la base d'un code d'éthique assez strict. Il visait à empêcher les membres du club de mettre en danger un membre du public ou tout autre membre du club. De manière assez classique, le Midnight Club ne fonctionne que sur la base du prénom et ne permet pas aux membres du club de discuter de leurs professions respectives afin de maintenir un niveau basique d'anonymat. Seuls les conducteurs possédant des véhicules ayant le sticker argenté et portant la mention Midnight appartenaient au club à l'époque. Les conditions d'entrée dans ce club étaient très strictes. Règle numéro 1 du Midnight, on ne parle pas du Midnight. Bien entendu, avoir une voiture capable de rouler à plus de 250 km/h était un autre prérequis indispensable car il roulait sur l'autoroute Wangan entre Tokyo et Yokohama à des vitesses de course soutenues de plus de 300 km/h. Les voitures les plus courantes du club étaient des italiennes comme la Lamborghini Countach, la 911 ou la Ferrari Testarossa et des japonaises comme la Nissan 300ZX, les Nissan GTR, la Toyota Supra ou encore la Mazda RX-7. Une fois accepté dans le club, vous étiez un membre apprenti pendant la première année. Vous deviez assister à chaque rencontre pour conserver votre statut de membre et devenir un pilote Midnight à part entière. Seuls 10% des apprentis devenaient des membres à part entière, un taux de rejet assez élevé car la sélection de nouveaux membres nécessitait l'approbation unanime de tous pour sa validation. Pour organiser une rencontre, le responsable du Midnight Club convenait, lors de la rencontre précédente, que les membres devaient rechercher un type d'annonce spécifique dans le journal local qui contenait des messages secrets permettant aux membres de savoir où et quand aurait lieu la rencontre. Malheureusement, le Midnight Club a connu une fin prématurée en 1999, lorsque des Bosozoku, un club de motards réputé à l'époque, ont décidé de participer à une course. Quelques membres du Midnight Club décidèrent de les poursuivre alors et une course commença. Incontrôlable, les participants menèrent les voitures et motos dans une zone à fort trafic, où un accident tua 2 personnes et hospitalisa 8 automobilistes, dont 6 innocents. En raison de la décision du club de ne pas mettre en danger les automobilistes et de cet incident incroyablement médiatisé, le club a été dissous immédiatement. La fin du Midnight Club a coïncidé avec la fin de l'âge d'or des courses de rue au Japon. Cela dit, les courses de rue ne sont pas mortes au Japon, loin de là.
des clubs automobiles existent toujours à ce jour, et bien qu'ils ne soient pas principalement concentrés à Tokyo, comme ils le faisaient auparavant, il existe encore des clubs automobiles dans d'autres endroits du pays. Avec la fin de l'âge d'or des courses de rue, une discipline qui était auparavant en second plan va passer au premier plan et ainsi offrir une deuxième opportunité aux fans d'automobile. Tuning, 1999. La scène tuning japonaise existe depuis longtemps. Juste au moment où la popularité des courses de rue diminuait, au tournant de la décennie, la scène du tuning du marché secondaire a commencé à exploser au Japon. Peut-être que c'était le moment ou peut-être que c'était juste une coïncidence, mais il convient de noter que beaucoup des meilleurs tuneurs du pays ont fait leur début dans des clubs automobiles, comme le Midnight Club par exemple. Ainsi, lorsque le club s'est dissous en 99, cela a offert aux membres du club des opportunités de se lancer dans d'autres projets. Cela a également aidé à voir de nombreuses voitures de sport au style fantastique arriver sur le marché à la fin des années 90 et au début des années 2000. De la Toyota Supra à la Nissan Skyline, en passant par la Honda S2000, la Mazda MX-5 Miata et d'autres. Soudainement, la puissance et la performance n'étaient plus seulement les exigences des propriétaires de voitures de sport japonaises. L'esthétique est devenue aussi importante, peut-être même plus importante pour les propriétaires. Ce mouvement de nouvelle vague a commencé à gagner en popularité au moment même où les médias sociaux explosaient. Il ne suffisait pas que ces voitures puissantes gagnent des courses, elles devaient aussi bien paraître en le faisant. Beaucoup de styles de tuning de voitures émergent alors, comme par exemple le Bosozoku, un type spécifique de style au Japon qui se concentre sur l'application de kits de carrosserie extravagants et des tuyaux d'échappement les plus fous imaginables, donnant l'impression que les voitures et les motos ont été tirées tout droit d'un animé. Le nom fait aussi référence au club dont je parlais précédemment. C'est principalement grâce à eux que ce style est aussi présent au Japon et fait partie de sa culture. On aura aussi le style Shakotan, qui est l'une des sous-cultures de tuning les plus populaires, en particulier à l'étranger. Les voitures ayant le style Shakotan affichent des parties de carrosserie élargies sur les ailes, ainsi que des pare-chocs plus larges sans grille qui représentent de gigantesques refroidisseurs intermédiaires de rechange. Pour ces amateurs de tuning, avoir un véhicule à présenter est une chose importante, mais il fallait aussi avoir un endroit où aller pour le montrer aux autres. Daikoku PA 1990-2023. Ceci n'est pas un parking typique. Il n'y a pas de néon, pas de musique pop à 180 bpm, et si vous ratez la sortie d'autoroute, cela entraînera un détour de 25 minutes. Ceci est le parking de Daikoku. En France, le parking de Daikoku n'est pas énormément connu, car il faut vraiment être intéressé par l'actualité des rassemblements de voitures pour en entendre parler. Daikoku PA est la quintessence de la culture automobile japonaise. Une conception complexe mais d'une efficacité impitoyable. Des rangées de baies parfaites, symétriques et la perspective de quelque chose de différent à chaque visite, à part la route en spirale qui elle ne bougera pas. Cela semble impressionnant en images, mais dans la vraie vie, il est écrit comme un autre monde. Au cours de la dernière décennie, il y a eu une énorme augmentation du nombre de voitures et de rassemblements au Japon. Mais ce qui a commencé comme quelque chose de relativement original au Japon est maintenant monnaie courante dans presque tous les pays. Daikoku n'est pas un rendez-vous ou un lieu de rendez-vous, mais c'est une aire de repos public, utilisée par des millions de personnes chaque année. Depuis plus de 30 ans, cette île artificielle est la plaque tournante des rencontres automobiles impromptues au Japon. Et nous savons tous qu'elles sont souvent le meilleur type de rassemblement. Dans le cas de Daikoku Futo, dans le port de Yokohama, la zone de stationnement réelle est relativement petite par rapport aux entrepôts qui l'entourent. Et devinez quoi? C'est des dizaines de milliers de voitures prêtes à être exportées qui sont dans ces entrepôts. Compte tenu de l'adoration du Japon pour l'automobile, il n'est pas surprenant que Daikoku devienne une plaque tournante pour toutes sortes de fans de voitures. Ensuite, il y a son histoire. La vraie raison de son attrait continu. Daikoku est un parking en extérieur qui est devenu célèbre dans les années 90 en tant que lieu de rendez-vous, mais à l'origine, Daikoku était fréquenté par des courses de rue illégales et était souvent interrompu par la police. Même aujourd'hui, il n'est pas rare de voir, après minuit, des séances de poursuite entre voitures sur ces routes. Si Daikoku est aujourd'hui aussi connu, c'est car ce lieu est tout simplement loin de tout préjugé et permet à quiconque le visitant de pouvoir se reposer et se relaxer en observant et en apprenant davantage sur la culture automobile japonaise. Conclusion. La culture automobile japonaise n'a de cesse d'inspirer le monde et la pop culture actuelle. Ce qui était auparavant de simples voitures roulant sur une route se retrouve à être en compétition aussi bien au niveau de la performance qu'au niveau de l'esthétique. Malgré les années, cette culture est toujours ancrée et présente au Japon et ça ne cesse d'évoluer. Le Japon a honoré le monde automobile avec certains des véhicules les plus fascinants de tous les temps et prouve également que le parcours d'une voiture ne s'arrête pas à la chaîne de montage et que c'est juste là qu'il commence. La vidéo est terminée, merci de l'avoir visionnée et à bientôt.